Évidemment, les Américains sont des lâches, CENTCOM est lâche. Ils ne bombardent jamais en journée, comme vous le savez tous. Ils ne bombardent que la nuit, et uniquement des installations civiles. Ce baratin sur les soi-disant cibles militaires au Yémen, ils ne savent même pas où elles sont, ces cibles. Trump et les sionistes qu'ils soutiennent ont d'autres guerres sans fin en tête. Dans leur esprit, ce sera une guerre éclair. Parce que ces idiots croient vraiment qu'ils peuvent frapper l'Iran et gagner. Ils y croient sérieusement. Et pire encore, leurs manipulateurs à Tel Aviv, les messianiques psychopathes nourris de l'Ancien Testament, complètement tarés, eux aussi y croient dur comme fer. Parce que le livre leur a dit. Le livre leur a dit, on doit aller là-bas, etc., etc. Franchement, à côté, un dessin animé de Daffy Duck est plus éclairant. Bienvenue à tous. C'est votre hôte, Danny Haiphong, et je suis ravi d'être rejoint aujourd'hui par l'unique journaliste indépendant et analyste géopolitique, Pepe Escobar, qui nous parle depuis Sanaa, la capitale du Yémen. Pepe, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et voici Sanaa. Salut tout le monde. Je vais emporter ce petit gypse de Sanaa avec moi. Il est vraiment magnifique. C'était un cadeau officiel, en fait. Je vais l'avoir sur moi partout où je vais. C'est une réplique de la célèbre maison de pierre qui a été construite à la fin des années 1700 sur la base d'un bâtiment original vieux de 3000 ans. Et elle a été la résidence du célèbre imam Yahya pendant 40 ans. En termes d'architecture et en tant que maison construite sur de la pierre, elle est unique sur toute la planète. C'est absolument incroyable. Pepe, tu es actuellement au Yémen. Au moment où l'on parle, deux annonces viennent d'être faites. La première, Donald Trump a déclaré que les Houthis, ou plutôt leur vrai nom, Ansar Allah, l'armée yéménite pour être plus précis, ont été vaincus, qu'ils sont prêts à se rendre. Pourtant, des missiles balistiques viennent tout juste d'être lancés sur Israël, paralysant complètement l'aéroport Ben Gurion, le laissant sans aucun vol au départ. Pepe, tu es sur place au Yémen. Dis-nous ce que tu as appris sur le peuple yéménite, sur cette campagne continue de solidarité avec Gaza, et ce que nous devons savoir à propos du Yémen, d'Ansar Allah et de cette guerre menée par les États-Unis que l'administration Trump lance contre ce pays. Je te laisse la parole. Combien d'heures j'ai? Autant que tu veux, Pep. On ira jusqu'à demain s'il le faut? Exactement, oui. Je n'arriverai jamais à exprimer à toi et à notre audience le choc que représente le fait d'être ici. Écoute, je suis un vieux dinosaure. Comme vous le savez tous, je joue à ce jeu depuis longtemps. Cette année marque mes 40 ans en tant que correspondant à l'étranger, partout où ça compte. Et c'est comme si tu regardes du point de vue de l'ancienne Chine, tout menait à ce moment. Tu sais, venir ici, je dirais que c'est le plus important des territoires de l'islam, et c'est quelque chose dont j'ai longuement discuté avec ma grande amie, la princesse Victoria de Sicile. Elle est non seulement l'une des dernières véritables aristocrates d'Europe, mais aussi islamologue. Elle a un doctorat en études islamiques à Rome. Elle a vécu, quand elle était jeune, dans tout le monde arabe et aussi ici, dans le désert. Et elle me parlait toujours du Yémen. On vient d'échanger quelques messages. Elle est très heureuse que je sois ici et que je sois enfin témoin de ce qu'elle a vécu jeune femme. C'est indescriptible. Ce qui frappe le plus, c'est leur générosité, leur pureté de caractère, leur clarté morale et le fait qu'ils ne sont pas submergés par ce qui se passe. D'abord parce que, et c'est très important au niveau des dates, ce mercredi 26 mars marque les 10 ans de guerre contre le Yémen, une guerre lancée il y a 10 ans par les Saoudiens, les Émiratis et une de ces coalitions de volontaires arabes, tous sauf Oman. Et ça, ici, ils ne l'oublient pas. Oman ne les a jamais trahis. Tous les autres, si. Et évidemment, qui dirigeait tout ça depuis l'arrière? Qui fournissait les armes? Tu le sais très bien, n'est-ce pas?
Donc cette nouvelle guerre, en fait, cette guerre lancée par Trump 2.0, qui vont perdre sans aucun doute, ce n'est rien de nouveau pour les Yéménites. Venir ici est déjà un choc énorme, car certains d'entre vous le savent peut-être, le petit groupe d'étrangers est présent ici en ce moment, on est entre 10 et 12, plus ou moins, comprend le professeur Ma de Chine, un grand chercheur venu de Malaisie, un gars très connu d'Égypte, poète et humoriste aussi, et quelques Occidentaux, dont moi. Et on nous a dit dès le début, nous avons brisé le blocus du Yémen, physiquement, en tant que personne. Par exemple, il n'y avait plus de visiteurs étrangers ici, surtout un groupe aussi restreint depuis des années. Nous sommes les tout premiers. Donc en termes de responsabilité, celle de témoigner, d'expliquer au monde ce que nous voyons, ce que nous vivons et ce que nous apprenons d'eux, surtout, moi je suis tout oui. Je n'ai jamais autant appris en une semaine dans ma vie. C'est non-stop. Tu vas te coucher et tu es encore là-dedans. Et, bien sûr, on a eu le privilège supplémentaire de rencontrer des gens au plus haut niveau. Et ça m'amène à une histoire que je veux te raconter très bientôt. Pourquoi on était à Saada et qui on devait rencontrer, même si on savait dès le départ que ce serait peut-être impossible pour des raisons de sécurité ultra strictes. Le leader d'Ansarallah, Abdul Malik al-Houthi. Mon instinct me l'avait déjà soufflé en route. Au passage, la route jusqu'à là-bas, c'est quelque chose d'exceptionnel. J'ai publié quelques photos, mais elles ne rendent pas justice au trajet. On pourrait comparer ça à certaines zones du sud-ouest américain, aussi beau que l'Arizona ou le Nouveau-Mexique, mais plus désolé, plus aride, plus escarpé, très brut, avec quelques villages disséminés ici et là. C'est à couper le souffle. Et je pensais en chemin, non, bien sûr que non. Mais le fait qu'ils aient mis en place tout un dispositif de sécurité aussi complexe pour nous emmener là-bas, à Saada, à 230 km d'ici, ils nous ont dit, on partira à 3 heures du matin. Mais à l'heure yéménite, c'était plutôt 5 heures, 5h30. Mais nous étions dans un convoi de Toyota blanche, et ils ont camouflé le convoi. Il ne ressemblait jamais à un convoi, tu vois. On ne circulait pas comme un convoi. C'était très malin. Par exemple, ici à Sanaa, notre cortège officiel, ce sont des SUV noirs. On les remarque tout de suite, mais pour ce voyage, ils ont improvisé un dispositif totalement différent. Et bien sûr, c'était un risque énorme. Évidemment, les Américains sont des lâches, CENTCOM est lâche. Ils ne bombardent jamais en journée, comme vous le savez tous. Ils ne bombardent que la nuit, et uniquement des installations civiles. Ce baratin sur les soi-disant cibles militaires au Yémen, ils ne savent même pas où elles sont, ces cibles. Et ça, je le tiens d'un membre des forces armées yéménites, tu vois. Et ces gens-là ne mentent pas, d'ailleurs. Ils sont d'une rigueur extrême. Donc le fait qu'ils aient pris tant de précautions pour nous y emmener était très significatif à plusieurs niveaux. Pas seulement parce qu'on rêvait évidemment d'obtenir une audience avec Abdul Malik al-Houthi, même si on savait que ce serait impossible, vu que Saada, dans le nord-ouest du Yémen, est bombardé, je dirais, pratiquement tous les jours, mais ils voulaient nous montrer le Yémen profond. Et l'un des diplomates m'a dit, de façon un peu cryptique, « Le siège du pouvoir n'est pas ici. Il est là-bas. » Pourquoi? Parce que c'est là qu'habite al-Houthi. Il ne quitte jamais le gouvernorat de Saada, il vit dans une petite zone là-bas. Donc c'était essentiel pour nous d'y aller, de constater les choses par nous-mêmes. Il ne faut pas oublier qu'Ansarallah a été fondé par le frère aîné d'al-Houthi, Hussein. Et par exemple, ce soir, de retour à Sanaa, j'ai eu le privilège et l'honneur d'avoir une conversation spéciale. Il m'a parlé à moi, puis à Mandela, chacun séparément. Il voulait nous poser beaucoup de questions sur l'Occident. Il m'a interrogé sur les BRICS. Ils sont très bien informés, tu sais. Et cette personne avec qui je parlais, je préfère ne pas révéler son nom, a étudié avec le fondateur d'Ansarallah à la même université au Soudan. Tu vois le lien islamique transnational? Absolument fascinant, non?
Donc je suppose qu'ils ont mis quelques jours à monter cette opération pour nous amener à Sanaa. Mais évidemment, il y a toujours cette touche d'impro à la yéménite, façon jazz. On arrive et il n'y a rien. Pas d'internet. On n'a que nos fringues. On ne sait même pas combien de temps on va rester. Et là, on découvre qu'on va passer la nuit sur place. Et évidemment, certains d'entre nous avaient des engagements. Moi, j'ai dû annuler 2 podcasts pour des raisons évidentes. Si c'était aujourd'hui, j'en aurais encore 2 à annuler. Tu vois le genre, pour envoyer un message, on est allé au bazar et on est tombé sur un type très sympa, vraiment très sympa, qui avait un modem 3G avec un mot de passe. Et on a utilisé son mot de passe. Génial. Et ils adorent aider. D'abord parce qu'ils n'ont pas vu d'étrangers depuis une éternité. Et évidemment, au-delà des rencontres fabuleuses, on a visité un site, c'est très important. Et vous allez voir ça sur mon canal Telegram et sur d'autres aussi. Je pense que Mike Wallace et Claire Daly, le duo dynamique de l'ex-Parlement européen, l'ont aussi posté. On a visité le site qui a été bombardé par CENTCOM ce lundi dernier. Et devine quoi? C'était un hôpital pour cancers en construction. Ils doivent avoir les images de ça. Attends, je peux les afficher? J'ai la vidéo, mais je vais juste montrer l'image. Elle est ici. Oui, voilà, c'est toi sur la photo là. Et l'hôpital est derrière, non? Il était encore en construction et ils pensaient le terminer d'ici la fin de l'année ou début de l'an prochain. Ils ont dit que c'était très dur de réunir les fonds. Il y a eu des dons venus de partout, car c'était censé être le seul hôpital pour le cancer dans tout le nord et le nord-ouest du Yémen. Et maintenant, ils doivent tout recommencer à zéro. Les patients doivent venir ici, à Sanaa, et c'est une région très pauvre. Tout le monde comptait là-dessus. Donc la perversité de ce bombardement est à la fois bouleversante et absolument révoltante. Et donc non seulement on a vu ça, mais aussi d'autres lieux bombardés pendant la guerre de la coalition qui a commencé en 2015. Ils nous ont notamment emmenés dans un endroit devenu mémorial. Les Saoudiens ont envoyé un missile sur un autobus scolaire. Ils ont tué tous les enfants et ont prétendu que c'était une cible militaire. Ce n'en était pas une. Tu sais comment ça a été prouvé? On a retrouvé le téléphone portable de l'un des enfants sous la carcasse et ça a complètement détruit la version saoudienne. On a aussi vu les bombardements autour de l'université ciblée par les Saoudiens. Ils ont tout bombardé, y compris les logements des étudiants. Tout cela, pour nous, est extrêmement éclairant, car cela remet en perspective les 10 dernières années. Et le fait que rien, absolument rien, ne peut briser ce peuple. Et puis je dirais que la cerise sur le gâteau, c'est quand j'ai négocié avec les services de sécurité. Écoutez, je dois aller au souk, au bazar, mais seul. Je veux y aller à pied. Ils m'ont dit « Ok, mais on va devoir envoyer quelqu'un avec toi. » Donc ils m'ont mis dans une camionnette avec des gardes armés, tout ça. On arrive là-bas, je leur dis « Les gars, laissez-moi au moins marcher un peu. » Et ils ont été très cool. J'ai marché, j'ai visité les boutiques, j'ai discuté avec des commerçants, c'était incroyable. Je commence à publier quelques-unes de ces photos, un petit portrait photographique de la vraie population du nord-ouest du Yémen. C'est quelque chose qu'on ne voit nulle part ailleurs. Ce n'est documenté ni en Occident, ni même dans d'autres parties du monde arabe. Donc ça, c'était particulièrement fantastique. Ils m'ont accueilli avec curiosité, mais aussi avec gratitude. Ils étaient heureux de voir un occidental se mêler à eux. Ce sentiment d'échange direct entre les peuples est indescriptible. C'est fantastique. C'est bien plus important, en fait, que de rencontrer des officiels, des diplomates, des gens des services, même si, évidemment, on les a rencontrés. Et c'était formidable. Vous imaginez Yahya Saree venir à notre hôtel en plein cœur d'un bombardement d'une intensité inouïe. C'est probablement la cible numéro 2 du Pentagone dans le monde à l'heure actuelle. La cible numéro 1, c'est Abdul Malik al-Houthi. Yahya Saree est venu ici.
Il est resté 40 minutes avec nous. Il nous a parlé. On lui a serré la main, bien sûr. Il a parlé pendant 10-15 minutes. Impeccable. Il a repris, évidemment, la position de principe d'Ansar Allah, des Houthis. Il n'était pas du tout agressif. Impressionnant. Vraiment. L'autre soir, l'ancien Premier ministre est venu nous rendre visite. Il est resté 1h30 à répondre à toutes nos questions. Le professeur Bin Haptour, qui a notamment écrit un livre formidable sur la guerre qui a commencé en 2015. Ceci est la version anglaise, mais malheureusement, elle n'est disponible qu'ici, à Sanaa. Il faudrait trouver un éditeur international pour la publier, par exemple aux États-Unis. C'est d'une valeur inestimable. Et cet homme est un intellectuel hors norme, vraiment. Aujourd'hui, c'est l'un des conseillers spéciaux. Ici, on a ce qu'ils appellent le Conseil politique suprême, composé de 9 membres. Tu te rends compte ? On en a rencontré 4. C'est énorme. Ils sont venus spontanément, ils ont répondu à toutes nos questions. Et le système, pour vous donner une idée, fonctionne ici comme une sorte de triangle. Au sommet, il y a le leader suprême d'Ansar Allah, Abdul Malik al-Houthi, qui a pris la tête après la mort de son frère aîné. Juste en dessous, on a le président. En dessous, les 9 membres du Conseil politique suprême. Mais ils doivent rendre des comptes au Parlement. Ensuite, il y a un Premier ministre, un Parlement et les directions de gouvernement. Voilà comment ça fonctionne ici. La guidance spirituelle et morale vient du leader. Les grandes décisions politiques sont prises par le Conseil politique suprême. Et cela implique aussi les forces armées yéménites. C'est donc un processus décisionnel très sérieux. Tout est soigneusement examiné. Avant de te parler ce soir, on échangeait justement avec un des membres du Conseil. Ce gars est incroyablement brillant et modeste. Il est en fauteuil roulant, souffre de problèmes physiques et reste pourtant d'une grande humilité. Et quand il commence à poser ces questions, tu comprends qu'il sait exactement de quoi il parle. On peut donc imaginer que le dialogue au plus haut niveau, ici, c'est du vrai haut niveau. Pas une bande de guignols en train de parler sur Signal. Tu vois ce que je veux dire, non? Ah oui, Pepe, vu tout ce que tu viens de nous expliquer ici, tu l'as dit, il y a une guerre en cours. Et pendant que tu voyages là-bas, les États-Unis sont passés à l'offensive totale contre le Yémen, en grande partie parce que le Yémen s'est dressé de façon spectaculaire, en rétablissant le blocus de la mer Rouge et en lançant désormais des missiles quasiment chaque jour sur Israël et sur les porte-avions américains. Et on ne reçoit aucune image en provenance des États-Unis ou d'Israël. Il continue de dire que tout est intercepté, que tout va bien, mais on sait que c'est le Yémen qui fait ça. Le Yémen est en train de le faire, et c'est évident que ça a un impact. Alors, qu'as-tu appris? Je sais que tu n'as pas accès aux secrets militaires, mais qu'as-tu compris du ressenti des gens à ce sujet, et comment tout cela a-t-il pu arriver? Car beaucoup de gens sont choqués qu'un pays dans la situation du Yémen, sous la menace constante d'une guerre quotidienne depuis plus de 10 ans, soit capable de mener une telle riposte. Qu'as-tu appris sur cette capacité du peuple Deleupas à répondre de cette manière? C'est justement ce que j'essayais d'expliquer au début de notre conversation. Clarté d'objectif, clarté morale, force spirituelle, force intérieure, conviction totale que ce qu'ils font est la seule réponse possible à un génocide, pour reprendre leurs propres termes, commis contre leurs frères en Palestine. Donc évidemment, tu peux pas battre ça. Parce que c'est une flamme, c'est une idée, c'est un concept, c'est un mode de vie, un comportement. C'est une flamme et tu ne peux pas l'éteindre. C'est absolument impossible à expliquer à ces guignols dans n'importe quelle administration américaine, qu'on parle de la précédente ou de l'actuelle. Ils sont hermétiques ça. Et ce sont des gens
très médiocre. Ils ont déjà prouvé à quel point ils sont médiocres. Aussi médiocres que ceux d'avant, tu sais, dirigés par l'ex-secrétaire du génocide. Ces gens-là, c'est les mêmes. Peu importe ce qui s'est passé avec ce baratin sur Signal. Le cœur de tout ça, c'est ce principe absurde. Bombardons le Yémen parce qu'on le peut. Voilà. Faisons passer un message, pourquoi pas? C'est comme ça qu'on lance une guerre aujourd'hui. C'est pathétique à tous les niveaux. Mais cela révèle, je dirais, l'ampleur et la profondeur non seulement de leur insensibilité, mais aussi de leur médiocrité cosmique. Et ça m'a immédiatement rappelé une conversation avec le professeur Bin Haptour, il y a 2 jours. Il me parlait des anciens remparts de la civilisation islamique. Bagdad, Beyrouth, Le Caire. À cause de la politique du diviser pour régner et des guerres, ces cités ont été réduites à des squelettes de ce qu'elles étaient autrefois. Des centres de savoir, de culture, de rayonnement. Et elles ont été remplacées par quoi? Par quoi, franchement? Rien. Par du clinquant, du tape à l'œil, du bling-bling débile, de l'argent facile dans des combines pourries autour d'hôtels 5 étoiles. Voilà, c'est ça, aujourd'hui. Et tu peux appliquer cette métaphore au QI collectif des administrations américaines. Mais les Yéménites, ils s'en fichent. Et c'est fascinant, parce qu'à tous les niveaux, ils nous disaient, ils peuvent tout faire contre nous. Nous bombarder, nous affamer, nous isoler, peu importe, nous tiendrons et nous gagnerons. Tu peux pas vaincre un peuple comme ça. Et ça ne repose pas seulement sur ce qu'ils ont enduré ces 10 dernières années. C'est une civilisation vieille de 3000 ans au moins, peut-être plus de 4000. Une civilisation extrêmement sophistiquée. On pense par exemple aux Sabéens et à la célèbre reine de Saba, l'une des grandes figures féminines de l'histoire, aux côtés de la reine Arwa. La reine de Saba, d'ailleurs, venait de Sanaa. Donc le vrai islam, la vraie Arabie, c'est ici. Pourquoi crois-tu que l'Empire romain appelait cette région Arabia Felix, l'Arabie heureuse? Les Romains avaient instinctivement compris que l'Arabie qui comptait était ici, pas dans les déserts du Nord. Ce Nord, aujourd'hui contrôlé par une famille wahhabite bling-bling, grotesque et sans raffinement, qui déteste les Yéménites, littéralement. Une haine viscérale, une haine de nouveaux riches incultes envers une vieille aristocratie raffinée. Car les Yéménites ont une culture ancienne, riche, sophistiquée. Les autres, ce n'étaient que des gardiens de chèvres dans le désert, jusqu'à ce qu'ils tombent sur du pétrole. Et maintenant, ils sont riches. Et alors, les Yéménites comprennent parfaitement cette dichotomie. Ce n'est même pas une rivalité, c'est une envie astronomique, une rage des cercles du pouvoir saoudien envers le Yémen. Ils veulent détruire le Yémen par tous les moyens. Actuellement, par exemple, on peut dire qu'il existe 2 Yémen officiels. Il y a le gouvernement fantoche à Aden qui contrôle Aden et ses environs. Et le professeur Bin Haptour, justement, qui vient d'Aden, nous a dit qu'il ne reconnaît plus sa ville. C'est un fantôme de ce qu'elle était. Les commerçants, les intellectuels, les gens intéressants, tous partis. Parce qu'ils savent que ce gouvernement ne représente rien, juste les intérêts des Saoudiens. Et puis, il y a une sorte de 3e Yémen, encore plus fascinant, le Hadramout. Vous savez peut-être que le Hadramout est le fief de la famille Ben Laden. Mais dans l'histoire, le Hadramout est bien plus que ça. Les navigateurs et commerçants yéménites venaient de là. Et devinez qui a introduit l'islam dans des régions d'Afrique, d'Inde, d'Asie du Sud-Est? Ce sont les Yéménites du Hadramout. Aujourd'hui, d'après ce qu'on m'a expliqué, le Hadramout est gouverné par des cheikhs et tribus locales. Aucune influence d'Aden. Et c'est loin de Sanaa, évidemment. Donc on peut dire qu'il y a entre 2 et 3 Yémen. Et l'unité nationale du Yémen, ils ne l'ont obtenue qu'en 1990. C'est relativement récent. Et depuis 1990, les Saoudiens font tout pour faire exploser cette unité. Et aujourd'hui, ce sont les Américains qui ont pris la tête du processus de déstabilisation.
Et malgré tout ça, les Yéménites résistent seuls. C'est sidérant. Mais tout cela a des racines profondes. Par exemple, on a appris que leurs meilleurs ingénieurs, physiciens, scientifiques ont été formés en URSS et en Chine. Donc les liens sont anciens, solides. Et aujourd'hui, la Russie et la Chine observent attentivement. Officiellement, on ne peut pas dire qu'ils soutiennent directement Ansar-Allah. Mais une chose est certaine, ils ne laisseront jamais Ansar-Allah être anéanti. Jamais. On ne sait pas encore comment ils s'y prendront, mais ils interviendront d'une manière ou d'une autre. Et tu sais quoi? Il y avait un type absolument exceptionnel avec nous. Un grand monsieur, le professeur Ma Shaolin, chinois, musulman, né dans la province du Ningxia. Il dirige le centre d'études sur le Moyen-Orient, à Hangzhou. Les Yéménites nous ont emmenés voir un obélisque chinois dressé sur les collines. Je leur ai demandé, mais qu'est-ce qu'un obélisque chinois fait ici? Et c'est le professeur Ma qui nous a raconté l'histoire. À l'époque maoïste, des ouvriers chinois sont venus au Yémen pour construire des infrastructures. C'est absolument extraordinaire. Et là, bien sûr, tout revient à l'esprit. Voilà l'internationalisme prolétarien en action dans les années 50, 60, 70. Clairement, beaucoup de ces ouvriers sont morts ici. Juste à côté de l'obélisque, il y a un petit cimetière. L'obélisque est gravé en mandarin et en arabe. Il rend hommage à ces travailleurs chinois morts en aidant le peuple yéménite à bâtir ces infrastructures. C'est dire à quel point les liens remontent loin. Et aujourd'hui encore, Ansar-Allah. Les Houthis ont des liens internationaux qui vont bien au-delà de l'Iran. Par exemple, on ne saura jamais à quel point leur coopération militaire avec l'Iran est poussée. Je n'ai pas eu de réponse claire et je ne m'attendais pas à en avoir. Ce sont des secrets militaires, bien sûr. Mais ce qu'ils ont aujourd'hui en matière de technologie, c'est indigène. Ils ont appris. Oui, ils ont appris de l'Iran, peut-être un peu de la Corée du Nord. Ils ont appris de la Chine, de la Russie, mais ils ont aussi chez eux des scientifiques de haut niveau, des gens qui maîtrisent la physique et les mathématiques, ce qui est loin d'être le cas dans la majorité du monde occidental. Ils ont bâti leur propre infrastructure militaire eux-mêmes. Et c'est fondamental. Évidemment, comme nous étions le premier groupe d'étrangers à visiter, ils n'allaient pas nous mettre un ingénieur militaire d'Ansar-Allah en face. C'est logique. On a eu des bribes d'infos, mais certaines étaient absolument fascinantes. Dès le tout début, pendant un dîner, je parlais avec l'un des membres du Conseil politique suprême, un des 4 que nous avons rencontrés. Je lui ai posé la question directe. Avez-vous des canaux de communication parallèles à Recheï avec la Russie et la Chine? Et sa réponse, en arabe métaphorique, j'ai capté un peu avec mon arabe rudimentaire, et je ne suis pas sûr que mon traducteur ait tout compris non plus, c'était en substance, bien sûr que oui. Voilà, cet esprit de coordination internationale hérité du prolétariat existe toujours, à plusieurs niveaux. C'est fascinant à observer. Mais ce qui est le plus marquant, encore et encore, après toutes ces rencontres, avec les gens dans la rue, dans les souks, les diplomates, les responsables, les agents de sécurité, c'est leur clarté de but. Ils savent exactement ce qu'ils font. Et cela se reflète dans chaque discours du leader suprême Abdelmalik Al-Houthi. En ce moment, c'est le Ramadan, donc il parle surtout de sujets coraniques. Il parle chaque soir vers 20h30. Pendant 30 à 40 minutes. Et tout le monde l'écoute. C'est un rendez-vous. C'est central. Hors Ramadan, m'a-t-on dit, il parle aussi de politique et il est extrêmement bien informé sur la géopolitique mondiale. C'est passionnant. En termes d'expérience humaine et intellectuelle, Danny, c'est énorme. Et j'ai mis la main sur des documents à traduire depuis l'arabe. Certains sont inestimables. Il y a très peu de traductions en anglais, ce qui crée un problème supplémentaire, le fameux « perdu dans la traduction ». Parce que contrairement à l'Irak, au Liban,
ou à la Palestine, qui ont été colonisés, ici, personne ne parle anglais, ou très peu. Le français, n'en parlons même pas. Il y a très peu d'officiels ou de diplomates capables de communiquer à l'extérieur. Résultat, en Occident, personne ne les entend. Personne. Mais dans le Sud global, c'est différent. Tout le monde suit. Tout le monde est attentif. Le professeur Ma m'a dit que Yahya Saree est une superstar en Chine. Tout le monde le connaît, surtout les jeunes. Il est viral. Même chose en Amérique latine, en Afrique. Dans le Sud global, ils n'ont même pas besoin de relations publiques. Mais dans le Nord, c'est tellement facile de les diaboliser, puisqu'on ne les entend pas. Et quand on les voit, comme Yahya Saree, c'est avec une traduction immonde superposée. Et on ne sait même pas si elle reflète ses propos. Oui, tu sais, au début de ce blocus et de leur campagne pour défendre Gaza, on a remarqué que les navires russes et chinois n'étaient pas visés. Et c'est en grande partie parce que la Russie et la Chine sont très proches du Yémen, très proches de son gouvernement, et ne jouent absolument pas le même rôle dans le soutien à Israël que les États-Unis et leurs soi-disant alliés. Et maintenant, Pépé, tu disais que dans le moment où l'on se trouve, une guerre littérale, on a d'un côté le Yémen et sa résistance, réduit au silence dans la traduction, et de l'autre, des choses comme le Signal Gate, où un certain Pete Hegseth dit littéralement, je cite, « Dans ce pseudo-échange de textos, nous sommes les seuls sur cette planète, de notre camp, capables de faire ça. La campagne de bombardement contre le Yémen. Personne d'autre n'en est même proche. » Et quand j'entends ça, Pépé, et qu'en plus on voit les célébrations de ces bombardements dans ces messages, avec des points levés, des emojis flammes, toute cette absurdité. En parallèle, les États-Unis ont envoyé des bombardiers sur la base de Diego Garcia, menaçant l'Iran tout en bombardant le Yémen. Tu dis que le Yémen est un peuple qu'on ne peut pas briser. Et pourtant, les États-Unis plongent tête la première dans cette guerre. À ton avis, maintenant que tu es allé sur place, que tu as vu les choses de l'intérieur, comment tout cela va-t-il se terminer? Parce que les États-Unis, sous Trump, ou sous n'importe quel autre président, disent « Nous sommes forts. On va y arriver. On est en train de les battre. » Mais est-ce que la réalité n'est pas tout autre? Eh bien, il faudrait qu'ils tuent quoi? Près de 30 millions de Yéménites pour gagner. Je ne sais pas si les chiffres sont exacts, mais selon ce qu'on m'a dit, il y aurait environ 40 millions d'habitants au Yémen, dont 30 millions soutiennent Ansar Allah, les Houthis. Donc pour gagner, il faudrait tuer 30 millions de personnes. C'est la seule option. Il n'y en a pas d'autre. Et Ansar Allah, c'est comme le Hezbollah. Ce n'est pas seulement une force militaire, c'est une idée, un concept, une force spirituelle, sociale, communautaire. On en a vu des exemples, comme l'autorité du zakat, qui collecte les dons volontaires selon la tradition islamique et les redistribue aux plus pauvres. Comment veux-tu détruire ça? C'est impossible, et c'est un système national. Donc cette force morale, cette force intérieure, elle est enracinée dans une civilisation millénaire. Et ça, c'est incompréhensible pour les guignols de Washington, qui ne croient qu'à la puissance des bombes. À propos, quand on a visité les ruines de l'hôpital pour cancéreux, on a vu une bombe non explosée. Ils vont évidemment la récupérer et faire du rétro-engineering dessus. Et on a trouvé des fragments. J'en ai filmé avec mon téléphone. Des morceaux de bombes américaines, avec le numéro de contrat et l'identifiant du fabricant. Ils vont pouvoir tracer tout ça. Remonter à l'usine, au contrat, à la chaîne d'approvisionnement. Et bien sûr, ils vont pouvoir dresser une longue liste d'éléments pour accuser les Américains de crimes de guerre. Mais est-ce que ça va changer la configuration du Yémen? Non.
Est-ce que ça va changer la configuration de l'axe de la résistance? Non près. D'ailleurs, il y a des portraits du Hezbollah partout, même dans la vieille ville, juste en face du souk, à 15 minutes à pied d'ici. Rien ne va changer ça. Quand il parle de l'axe de la résistance, il parle d'abord de ce que fait le Yémen. Mais il ne donne jamais de détails sur le niveau de coordination avec les autres membres de l'axe, parce que leurs décisions sont propres au Yémen. Personne d'autre n'a décidé de bloquer l'aéroport Ben Gurion ou de tirer des missiles sur l'USS Truman. Ce sont leurs décisions à eux. Le leader et les 9 membres du Conseil politique suprême. Ils sont très différents de l'Iran, par exemple. Oui, il y a une alliance des esprits et des cœurs, pas de doute. Mais les décisions politiques et militaires viennent d'eux-mêmes, ce qui témoigne d'un niveau de sophistication extrêmement élevé. Rien à voir avec les barbares, contrairement à ce que pense le président des États-Unis, dont l'idée du luxe et de la culture se limite à Mar-a-Lago. Je m'arrêterai là. Oui, oui. Et tu sais, Pépé, je voulais avoir ton avis sur ce que les gens au Yémen pensent de ce qu'on appelle maintenant le Signal Gate. Est-ce que ça révèle sur les objectifs réels des États-Unis? Parce que dans ces fameux échanges de textos, on parle de profiteurs européens, de narratifs à contrôler, de messageries serrées. On nous ressort Biden, la liberté de navigation, l'Iran derrière tout ça. Toi qui as parlé avec beaucoup de monde là-bas, que pense-t-il vraiment du Signal Gate? Ils ont explosé de rire. Sérieusement. 10 minutes après que ce truc a fuité sur X, tout le monde ici était déjà au courant. Les cercles diplomatiques, les renseignements, les dirigeants, tout le monde savait. Évidemment, ils ont rigolé poliment. Tu sais, le sourire en coin yéménite, avec leur jambia, le poignard traditionnel accroché à la ceinture, ils disaient en gros, « Mon Dieu, c'est vraiment une bande de clowns. » Ils ne prennent rien de tout ça au sérieux. Et à un moment, je leur ai dit, très inquiet, « Vous savez que l'Empire, soi-disant le plus grand empire de l'histoire de l'univers, veut vous détruire complètement. » Et leur réponse, « Et alors ?» Littéralement. Et alors? Parce qu'ils savent que c'est impossible. Ils ont confiance en leur capacité, mais surtout, ils croient en leur résistance. Et si on parle de la résistance avec un grand R à l'échelle mondiale, Sanaa est la capitale de la résistance. Absolument. Rien ne les fera dévier de leur cap. Ils savent qu'ils ne pourront pas arrêter le génocide en Palestine. Ils sont lucides. Mais au moins ils agissent concrètement, là où personne d'autre ne bouge. Et maintenant, ils le paient. De leur vie, littéralement. Ils en sont pleinement conscients. Et c'est ce qu'Anouti rappelle chaque soir dans ses discours quotidiens de 30 à 40 minutes. De quoi il s'agit vraiment? Et évidemment, tout le monde va devoir en payer le prix. Parce que la vengeance de l'Empire ne connaît déjà aucune limite, et elle va empirer. Mais tu sais, ils nous disaient tous la même chose. Tu sais ce qui s'est passé ces 10 dernières années? Depuis 2015, le début de la guerre menée par les Saoudiens et les Émiratis, cette coalition a détruit 45 000 bâtiments au Yémen. Ce qui fait 4 500 par an, non? Ça me paraît totalement crédible. Et vu ce qu'on a observé un peu partout, ça colle parfaitement. Absolument. Et évidemment, à cause du blocus total, du harcèlement, des bombardements, le Yémen, qui est naturellement riche, est aujourd'hui très pauvre. Mais ils savent pourquoi. Notamment à cause de la maison des Saouds. Ils ont mobilisé toutes les ressources des Wahhabites saoudiens pour tenter de détruire le Yémen, voire de l'annexer. Ce qui nous amène à un autre problème très important, ce qui se passe actuellement sur l'île de Socotra, au sud, qui est en train d'être annexée par les Émirats arabes unis, littéralement en ce moment. Et il n'y a pas grand-chose que les Houthis ou Ansar Allah puissent faire. C'est trop éloigné, bien plus proche d'Aden. En réalité, si les Saoudiens n'aimaient pas ça, ils pourraient intervenir. Mais les Saoudiens n'ont pas d'armée à Aden, par exemple. Et les Émiratis, eux, injectent beaucoup d'argent pour coloniser Socotra.
C'est un problème à très long terme. Et cela nous ramène encore une fois à cette logique de diviser pour régner, inspirée par les Britanniques, mise en place par eux et prolongée par leurs alliés, en l'occurrence les Saoudiens, après leur départ. Les Yéménites ont une très bonne expérience de la colonisation, de la recolonisation, du colonialisme imposé, et ils doivent encore y faire face au quotidien. Alors qu'un empire de parvenus vienne les bombarder, c'est pour eux le moindre de leurs problèmes. Mais évidemment, si CENTCOM passe en mode hardcore, ils peuvent raser des zones entières du Yémen, notamment la région où nous étions, le gouvernorat de Saada, qui est, disons-le, le berceau d'Ansar Allah. J'ai très peur pour les gens qui vivent là, car il y aura sûrement d'autres attaques sur des bâtiments civils, avec les mêmes excuses bidons, cibles militaires, dépôts d'armes, tout submergé. Or, ce que nous avons vu ici et à Saada, c'était des immeubles résidentiels, des hôpitaux. Pas une seule cible militaire. Oui. Et si, dans les 3 prochaines années, l'administration Trump fait exactement ce que tu décris, on est reparti pour une nouvelle guerre sans fin, dans laquelle Trump vient de se jeter à corps perdu. Et ça m'amène à une dernière question, dans les 10 minutes qu'il nous restent. Parlons peut-être de la portée mondiale de tout ça. Parce que ces fuites autour de Signal ont surtout été abordées du point de vue de l'incompétence. Comment les États-Unis ont-ils pu laisser passer ça? Pete Hegseth, Vance, les autres, tous des incapables. Mais en parallèle, ce soi-disant journaliste, ancien volontaire de l'armée israélienne, aujourd'hui promu journaliste à l'Atlantique, ce type est d'une stupidité absolue. Ce qu'il a fait en réalité, c'est montrer en temps réel comment les États-Unis préparent leur guerre. Évidemment, tout le monde le sait. Ces types-là ne décrochent jamais un scoop. Il a été ajouté au groupe. Point. Donc ça pointe vers une opération de la CIA, ou conjointe CIA-MI6. N'oublie pas que Signal est une opération de la CIA depuis le début, et qu'ils ont fait croire qu'il n'y avait pas de porte dérobée. C'était encore une intox de leur part, pour vendre l'appli comme sécurisée. Moi aussi, j'utilise Signal, mais je n'ai jamais fait confiance à Signal. Jamais. Les gens que je contactais dessus, notamment des Américains, étaient persuadés que c'était sûr. Ils disaient « Allons sur Signal, comme ça personne ne saura rien ». Mais la CIA espionnait tout le monde sur Signal. Tu sais, les forces armées yéménites ont dit que ces fuites avaient pour but de détourner l'attention des échecs militaires des États-Unis, notamment dans la marine, et bien sûr en Israël, qui est une fois de plus englué dans sa politique génocidaire, et dans les missiles qui lui tombent dessus. Parlons de ça pour conclure, dans les quelques minutes qui nous restent. Beaucoup évoquent la menace d'une guerre contre l'Iran, alors qu'il y a déjà une guerre réelle contre le Yémen et une explosion générale en Asie de l'Ouest. Où est-ce que ça s'inscrit selon toi dans cette nouvelle configuration multipolaire, maintenant que tu as vécu tout ça? Parce que, quelque part, on a l'impression que le pire est en train d'arriver. Les États-Unis agissent comme une puissance unipolaire en déclin, prête à tout ravager pour préserver sa domination. Qu'est-ce que tu en retires après une expérience aussi marquante? Tu ne peux pas changer la mentalité d'un empire, Danny. Surtout d'un empire en train de mourir. C'est impossible. Il ne s'agit que de changements cosmétiques à la Maison-Blanche. Ça ne signifie rien. En ce moment, il y a une forme de révolte au sein du Deep State, toujours très puissant, contre Trump 2.0. Et ils vont se battre très très durement parce qu'ils veulent continuer leur guerre sans fin. Trump et les sionistes qu'ils soutiennent ont d'autres guerres sans fin en tête. Dans leur esprit, ce sera une guerre éclair. Parce que ces idiots croient vraiment qu'ils peuvent frapper l'Iran et gagner. Ils y croient sérieusement. Et pire encore,
Leurs manipulateurs à Tel Aviv, les messianiques psychopathes nourris de l'Ancien Testament, complètement tarés, eux aussi y croient dur comme fer. Parce que le livre leur a dit. Le livre leur a dit, on doit aller là-bas, etc., etc. Franchement, à côté, un dessin animé de Daffy Duck est plus éclairant. Et c'est ça, le vrai danger. On a affaire à une bande d'irrationnels qui ont encore énormément de pouvoir et qui sont en train de tirer les ficelles d'une nouvelle administration américaine pour réaliser leurs fantasmes les plus délirants. C'est extrêmement dangereux. Et bon, je vais devoir me remettre à creuser dès la semaine prochaine. Ces 10 derniers jours, pour moi, c'était 100% Yémen, et j'en suis encore imprégné. Je n'ai même pas écrit une ligne à ce sujet, faute de temps. Je suis encore en train de digérer ce que je vais écrire. Ensuite, on retournera à la routine, et c'est très bien ainsi. Mais est-ce que ces guignols vont vraiment lancer une frappe contre l'Iran dans les 2 à 3 mois qui viennent? Il y a une très forte probabilité, et ils y croient vraiment. Jusqu'ici, la seule personne que j'ai entendu comprendre le pourquoi du comment, et on en parle souvent, c'est Alastair Crooke. Parce que la fenêtre d'opportunité va jusqu'au printemps. Avant toute tentative de relance du JCPOA, ou peu importe la forme. Et il a raison. On parle d'avril, mai, juin. Oh mon Dieu. Là, ça va être très violent parce que les irrationnels d'en face croient réellement qu'ils vont réussir. Pas forcément à désactiver le programme nucléaire iranien. Ce qu'ils ne peuvent de toute façon pas faire. Mais pire, décapiter la direction iranienne à Téhéran. Ils croient pouvoir faire à l'Iran ce qu'ils ont fait au Hezbollah, éliminer les chefs. Et les gens autour de Trump y croient aussi. Et c'est ça qui rend la chose aussi dangereuse. Ce fantasme naïf d'une victoire facile où l'on s'en sort sans conséquence. Sauf que ces types-là ne comprennent rien à la géoéconomie. Ils n'ont aucune idée de ce que signifie un blocus du détroit d'Ormuz. Ils ne savent même pas que l'Iran a au moins 5000 missiles pointés vers toutes les bases militaires américaines dans la région. Évidemment, ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas que bloquer le détroit d'Ormuz, c'est faire s'effondrer l'économie mondiale entière. Et surtout, personne ne leur explique. Et ces gens-là ne lisent pas en plus. C'est ça qui rend tout ça aussi dangereux. Et oui, le Yémen est là. C'est une diversion. Comme ça, tout le monde se focalise sur la guerre en cours et ne voit pas ce qu'ils préparent contre l'Iran. Et évidemment, cette idée qu'on va conclure un accord en Ukraine d'ici la fin avril, quel genre d'accord? Une mascarade. Tu crois que les Russes vont accepter cette merde infâme qu'on leur propose? Évidemment que non. Encore une fois, on a affaire à des gens profondément déconnectés de la réalité, qui croient à leurs propres fantasmes. C'est ridicule, amateur. Alors les 2 ou 3 prochains mois, waouh, vraiment, c'est du très lourd. C'est extrêmement dangereux. Mais depuis Sanaa, ils regardent tout ça avec du recul. Ils savent très bien que l'Iran est la grande cible. Et eux, peut-être une cible plus petite, mais une cible quand même. Et leur réaction, c'est « Très bien, on peut gérer ». C'est sidérant. Leur lucidité, leur droiture, leur intégrité, c'est bouleversant. Je leur ai demandé « Est-ce qu'ils essaient de vous forcer à renier vos principes ?» Réponse « Non. Jamais. » Donc on peut résumer leur position ainsi. C'est une guerre morale. Avons-nous des guerres morales au XXIe siècle? Non. Mais pour eux, c'est une guerre défensive. Ce n'est pas eux qui ont attaqué. Ils ont lancé une contre-offensive, dans l'espoir que l'autre camp, irrationnel, finisse par retrouver la raison. Ce qui n'arrivera pas. Mais à leurs yeux, tout cela repose sur une base morale, spirituelle, humanitaire, sur la fraternité avec un peuple frère. Et à ce titre, on peut dire que c'est l'essence même de l'islam. Tout islamologue sérieux te le dira. L'islam authentique vient du Yémen. Il s'est diffusé à partir de là, historiquement. Et je ne parle évidemment pas des dérives démentes qui ont suivi, wahhabisme, déobandisme, Al-Qaïda, etc. Rien à voir avec l'islam. L'islam pur, c'est aider les nécessiteux. Comme on l'a vu ici avec l'autorité de la zakat, ils reçoivent des dons pour les redistribuer.
Ils ont une base de données nationale des familles pauvres. Par exemple, une famille de 5 personnes, sans emploi, avec des enfants à nourrir, à habiller, ils s'enregistrent, ils ont une carte numérique, ils se rendent dans un de ces centres, ils peuvent obtenir nourriture, vêtements, produits de base, puis ils montrent leur carte à un contrôleur, celui-ci scanne les infos, les entre dans le système, et c'est tout. Ils repartent avec l'aide. C'est ultra sophistiqué, équivalent à ce qui existe dans les pays les plus avancés de l'Occident, et tout est axé sur l'aide aux pauvres, aux plus démunis. Pepe, pour conclure, une dernière réflexion de ta part. C'est minuit passé, la journée a été folle. Oui, tout ce système sur lequel repose l'Empire, une dernière pensée en 1 minute avant de nous quitter, c'est le plan Samson qui recommence. Une variante. Et encore une fois, c'est important. Il y a une guerre contre les BRICS. N'oublions jamais que Trump 2.0 mène une guerre hybride, froide et chaude à la fois, contre les BRICS. On pourrait bientôt assister à une phase chaude de cette guerre hybride déjà bien engagée. Et évidemment, la Russie et la Chine surveillent tout ça de près. Et très important. Bientôt, Poutine va soumettre à la Douma l'accord de partenariat stratégique qu'il a signé avec Xi en janvier. Et la Douma, bien sûr, va l'approuver. Alors, que se passe-t-il si l'Empire frappe l'Iran? Personne à Washington n'y pense. Pas même Trump. Donc lors d'un de leurs prochains appels, il va falloir que Poutine reprenne tout à zéro, encore une fois, et lui explique la réalité. Si tu envisages de frapper l'Iran, voici ce qui risque de t'arriver. Tu es sûr de vouloir faire ça? Sur ce, les amis, pensez à mettre un like avant de quitter le live. Retrouvez tous les liens de Pepe dans la description de la vidéo, son compte Telegram, son Patreon, Substack et toutes les façons de suivre son travail. Merci à tous, on a dépassé les 400 000 abonnés, c'est énorme. Merci pour votre soutien, laissez aussi un commentaire, ça booste la visibilité après la fin du live. Sans plus attendre, Pepe, un immense merci pour ta présence ce soir. Et à cette heure tardive. Prenez soin de vous, tout le monde. Gros salut depuis Sanaa à vous et à tous nos auditeurs. Demain, c'est le grand défilé. La prochaine fois qu'on se parle, je vous raconterai ce que ça fait d'être au milieu d'1 million de Yéménites. Ça va être quelque chose, au-delà du psychédélique. Merci à tous, merci Lucas. J'espère que tu as un bon ami parce qu'il va y avoir des photos aussi. Je vais publier la plupart des photos que j'ai prises dans le souk de Saada. C'est ça, le vrai visage humain des Yéménites. Ne croyez pas à la déshumanisation du peuple yéménite vendue en ce moment par l'administration Trump. Vous verrez les vrais visages du vrai peuple yéménite qu'on ne voit jamais dans les médias traditionnels. Merci à tous. Cheers.